Alors, donc, je vais déjà vous demander peut-être en 1 minute de vous présenter chacune. Donc, Valérie Leverne. Que vous dire, à part que je suis venue ici parce que j'ai eu 2 cancers. Le premier en 2011, un cancer du sein, et il y a 2 ans, un cancer du sacrum. Donc mon oncologue m'a demandé de venir un peu parler de comment je l'ai vécu et comment ça s'est passé pour moi. On va en parler tout de suite. Elisabeth de la Morandière aussi, est-ce que vous pouvez vous présenter qu'est-ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous faites aussi dans la vie? Bonsoir. Donc, moi, j'ai eu un cancer du sein il y a 17 ans. J'ai toujours la même prothèse, posée par Muriel Perrodiotan. Je suis journaliste. J'ai 4 enfants qui étaient petits à l'époque. Et je vais très bien. Et je précise que vous avez écrit avec le docteur Bourgeois un livre paru il y a quelques mois. On se revoit le mois prochain, donc témoignage à 2 voix. Louisa Brunet. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Louisa Brunet. Je travaille dans le secteur de la protection sociale. Je suis une maman de 2 grands garçons. J'ai eu un premier cancer du sein en 2007 et une récidive en 2016. Et ma prothèse a une durée de vie pour le moment de 3 ans. Comme ça, on peut dire à combien sont nos prothèses. Donc voilà. Donc l'idée de ma présence aujourd'hui s'inscrit dans l'idée de transmettre une expérience de manière à vraiment faire jaillir une source d'espoir pour nous toutes. Voilà. J'espère bien que ces questions que je vais vous poser et surtout les réponses que vous allez apporter au public vont apporter cet espoir. L'idée, c'est que vous nous parliez un peu de votre vécu, mais aussi de la façon dont vous vous êtes battues toutes les 3, puisque vous êtes toutes les 3 des battantes. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, en 2019, c'est quoi la problématique d'une femme qui a un cancer du sein ? Est-ce que c'est rester femme, rester une femme au travail, rester une femme qui s'occupe de enfants? Est-ce qu'on peut mener tous ces combats en même temps? On n'a pas trop le choix. Enfin, je pense que tout le monde, on doit réagir et on doit continuer à avancer. Enfin, je pense que tout le monde le fait. D'après ce que j'ai écouté un peu quand j'étais dans la salle, j'ai vu que des femmes qui avaient envie de se battre. Donc, moi, je vois ça comme ça. Et que même là, je parle avec une dame qui était un peu compliquée pour elle. Elle voit quand même le futur, elle veut avancer et on le fait toutes. Je sais pas. Elisabeth? Oui, moi, à l'époque, mes enfants étaient jeunes. Je travaillais. Et c'est vrai que, en fait, je ne me suis pas tellement posé la question. Je n'ai pas eu l'impression de me battre, mais j'ai avancé. Et vous, Louisa, est-ce que vous êtes un peu dans la même logique, c'est-à-dire une nécessité d'avancer coûte que coûte, sans se poser trop de questions? Oui, parce que en fait, quand nous sommes malades et nous sommes confrontés au quotidien, on pense plus aux autres qu'à soi. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah voilà, il faut que j'assure, il faut que je fasse ci, fasse ça. Et finalement, ça nous permet d'avoir une énergie qu'on ne réfléchit pas. C'est-à-dire qu'on se laisse porter par un élan qui est celui de la vie, finalement. C'est-à-dire que cette maladie met en perspective la notion de la vie. Et on n'est jamais autant vivant que quand on a cette maladie. C'est tout le temps dans notre esprit de se dire « Allez, j'avance, il faut que je fasse ça, je mets des projets en route. » Et voilà. Et finalement, le quotidien se fait difficilement, des jours très pénibles, des jours un peu plus joyeux. Mais après, voilà, il y a l'entourage, il y a la famille. Et puis concernant la vie professionnelle, ça c'est un autre sujet qui est beaucoup plus compliqué parce qu'une femme qui a un cancer dans le milieu professionnel,
On va lui dire, surtout quand on a des responsabilités, on va vous dire bon, écoute, on te sent fatigué, alors tu sais, on t'a pas mis dans ce projet, hein, parce que comme ça, tu vas te reposer. Sauf qu'on nous écarte des projets. Donc, il faut se battre aussi pour montrer que voilà, on peut être là, et c'est à nous de décider. Il faut être vraiment, il faut prendre son destin en main. C'est à nous de décider ce que l'on veut quand on veut. Et ce n'est pas voilà, au milieu professionnel, au N+1, de décider pour nous si on va bien ou pas bien. Alors, on l'entend bien, vous êtes toutes les trois très battantes dans votre façon d'avoir réagi à votre maladie. Mais dans cette maladie, il y a, et vous l'avez souligné, des jours où il y a quand même des angoisses, des doutes, des petits coups de mou. Alors, comment fait-on? Est-ce qu'on les accepte d'abord? Comment on vit avec? Elisabeth, par exemple? Alors, effectivement, il y a des jours où on est plus fatigué. Moi, j'ai fait un truc qu'il ne faut surtout pas faire. En fait, je ne voulais pas demander de l'aide. Je n'attrapais pas les mains qui étaient tendues. Je voulais être forte. Je voulais être la fille qui assure, surtout. Et ça, ce n'est pas terrible. Parce qu'il faut quand même tenir un petit peu... Enfin, il faut tenir quelques mois. Et puis après aussi... Donc, je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est oser demander que quelqu'un vous prépare un dîner pour 4, 5, 2, 3, enfin, je ne sais pas le nombre de personnes qui étaient à la maison ce soir-là. Vraiment oser, et il n'y a pas de honte, parce que sinon, on est trop fatigué et c'est compliqué le lendemain matin. Valérie, est-ce que vous avez osé vous demander de l'aide ? J'ai été assez entourée. Mais moi, j'ai continué à travailler. Bon, je travaille pour moi, donc je peux faire un peu mes horaires comme je veux. C'était important pour moi de continuer, de me donner des objectifs. Je ne sais pas, quand la maladie était terminée, par exemple, la chimio était terminée, je voulais faire un voyage. Quand on a les contrôles tous les 6 mois, tous les 3 mois, ce qui est très compliqué, se donner vraiment... je ne sais pas moi, se dire je m'en sors. C'est important. Voilà. Est-ce qu'on ose des fois, bon, vous l'avez dit, nécessité d'accepter l'aide et les mains tendues, mais parfois, notamment quand on a des enfants, de la famille très proche, on a peur de les angoisser. Est-ce qu'on arrive à dépasser ça? Est-ce qu'on peut justement... se dire que son angoisse à soi, elle est peut-être plus forte et oser en parler, oser parler de ses peurs et de ses angoisses, même si on va angoisser un petit peu ceux qui sont autour. Qui a envie de parler de ça? Est-ce qu'on a peur d'angoisser son mari, ses enfants, en disant j'ai peur, j'ai mal? C'est le plus compliqué. Je pense que c'est le plus compliqué pour tout le monde. Vivre la maladie, on la vit en soi, donc on connaît ses ressources, on sait quand ça va pas, quand ça va, pourquoi ça va pas. Et l'exprimer, le verbaliser, c'est déjà très compliqué. Mais quand on voit son entourage déjà très malheureux de nous voir, moi certains m'ont dit mais pourquoi ça t'est arrivé à toi, mais si je pouvais prendre ta peine, je la prendrais. Tellement c'est... Et on se dit, quand on entend des paroles comme ça, ce sont des paroles bienveillantes et on est très heureuse de les entendre. Mais d'un autre côté, on dit, mon Dieu, l'image que je renvoie, c'est fou là là, si tout le monde s'inquiète pour moi, ça va être compliqué. Donc on a besoin aussi de se préserver de ça. On a besoin aussi qu'on nous dise « Oh ma pauvre, t'es pas bien » parce que on n'est pas bien. Donc on est content aussi d'entendre ça. Mais c'est vrai que, pour les enfants, on en reparlera peut-être après, mais là, c'est un autre sujet. Là, c'est compliqué. Oui. Oui. Vous, Elisabeth, vos enfants étaient très petits à l'époque. Oui, ils étaient petits. Ils étaient à peine. Donc, il fallait les préserver de tout ça. Oui, alors, en fait, avec mon mari, on a décidé d'en parler librement avec eux. En mettant des mots aussi, il y avait les plus jeunes, voilà. Mais en mettant les mots cancer, en expliquant ce qui allait se passer, les étapes, que
j'étais de toutes les façons, enfin bon, j'étais partie du principe que j'étais guérie à partir du moment où j'avais été opérée, et que tous les traitements, c'était des étapes avec la perte de cheveux. Donc ça, j'ai expliqué à mes enfants. Je me souviens d'une situation un petit peu particulière où une de mes filles est rentrée de l'école en me disant qu'une de ses petites amies lui avait dit que j'allais mourir, parce que sa maman lui avait dit que j'avais un cancer, donc j'allais mourir. Et elle était paniquée, forcément. Donc j'ai dû tout reprendre du début et lui expliquer que non, j'allais pas mourir, que voilà, c'était impressionnant, qu'effectivement les gens ne connaissaient pas trop bien, que quand ils voyaient une maman, même si je mettais des turbans, etc., un petit peu palote avec 10 kilos de moins, bon, c'était voilà, mais tout allait bien. Et je crois que ça a été très important, parce que finalement ils m'ont accompagnée sans m'accompagner. Ils étaient là, je leur demandais pas spécialement de me tenir la main. Mais ils avaient chacun leur façon. Je sais pas, chacun leur façon. Ils étaient auprès de moi, auprès de nous. Aujourd'hui, ils sont adultes. Et c'est vrai qu'on en parle de temps en temps, que si je mets un turban sur la tête, parce que j'ai envie d'essayer un nouveau truc, ils ne supportent pas bien. Est-ce qu'ils vous racontent aujourd'hui en fait, ce qui est passé dans leur tête il y a plus de 10 ans, au moment où vous aviez cette maladie? Je crois qu'ils m'ont trouvée assez forte. Ils ont senti que j'étais toujours là. On est deux piliers, mon mari et moi, et que j'étais toujours là. Je crois que voilà, ils ont eu peur quand effectivement les petits amis disaient, les petits copains disaient que j'allais mourir ou des choses comme ça. Mais en fait, je parlais beaucoup avec eux, j'ai ri avec eux aussi de certaines situations. Voilà. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu ma fille aînée à l'époque, quand je prenais mon bain, il y avait un fauteuil dans la salle de bain, elle s'installait dans le fauteuil et on discutait, etc. Du jour où j'ai été opérée, j'ai fermé la porte à clé. Et mes filles, j'ai un garçon aussi, mais mes filles ne m'ont revue, nue que beaucoup plus tard, et je n'ai rien imposé. Et voilà. Vous, Valérie, comment vous êtes débrouillée dans cette problématique familiale? J'ai pas vraiment dit le mot cancer. J'ai expliqué les symptômes, j'ai expliqué comment ça allait se passer, mais j'ai pas dit cancer. Il avait que 7 ans, c'était quand même petit. Et lors de la récidive, il y a 2 ans, non 3 ans, à 14 ans, il a compris, mais c'est un adolescent, un jeune homme, présent pour vous, mais on ne voit pas toujours on essaye de ne pas montrer du négatif. Moi, j'ai essayé de vivre ça comme ça, de montrer le moins négatif possible pour lui, quoi. Est-ce que dans votre travail, vous avez dû vous battre particulièrement, ou est-ce que les choses se sont passées Alors, j'ai la chance de travailler pour une société qui appartient à mes parents, donc ça aide un peu. C'est un avantage. Mais j'ai continué à travailler tout le temps. Tout le temps. Même en chimiothérapie. Mais c'était mon souhait. Moi, je le vivais comme ça. Est-ce que ça a été un soutien aussi? Parfois, le travail est un soutien. Pour moi, oui. Je pouvais pas me voir rester à la maison. C'était pas dans ma nature. Donc après, chacun doit réagir à sa façon, quoi, à mon avis. Donc, Louisa, on vous a mis aussi un peu pas aussi, mais en revanche, vous avez eu quelques bâtons dans les roues au travail. Comment on se sort de ça? Comment on s'impose tout en ayant déclaré qu'on avait cette maladie? Alors, lors du premier cancer, j'ai travaillé immédiatement. Donc, effectivement, pour moi, c'était important de travailler, de m'occuper l'esprit, la tête. Et j'étais fatiguée, mais ça allait. La récidive, c'est pas pareil, c'est pas la même. Là, on entre dans une autre vie. Et ça a été compliqué pour moi parce que quand je suis revenue,
mon équipe a été très, très sympa avec moi. Bon, je l'ai dit parce que moi, je pensais qu'il n'y a pas de honte à dire ce qu'on a. On n'a pas besoin de donner de détails. Mais en tous les cas, on dit qu'on a un cancer. Et alors là, vous avez toutes sortes de réactions. Alors, c'est très drôle à voir parce qu'il y a les personnes qui veulent plus vous voir. Alors, il y a des personnes que vous ne voyez pas pendant 6 mois. Elles ne viennent pas vous dire bonjour. Elles ont peur de nous. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a celles qui viennent, et ceux qui viennent, oh ma pauvre, tu sais, oh là là, mais moi, ma tante, mon frère, mon nan, mais tu sais, c'est rien, un cancer aujourd'hui, ça se soigne bien. Bah, Bourgard, t'as l'air d'aller. Bon, voilà. Et puis... Est-ce que, face à toutes ces réactions, on ne regrette pas d'avoir dit la vérité à ses collègues ? Bah, pour certains, oui, mais en même temps, moi, je pense que... moi, je suis... Bon, c'est ma nature. Moi, j'aime bien dire les choses parce que je ne donne pas de détails, mais quand on s'absente quelques mois, forcément, les collègues se disent... et quand on a une équipe, eh bien, il faut bien dire les choses parce qu'on ne peut pas s'absenter comme ça quelques temps et en revenant en disant coucou, ça va, tout va bien. Non, on ne peut pas. Donc, c'est compliqué. Et en même temps, on voit que ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et le milieu du travail, le milieu professionnel n'est pas encore vraiment structuré pour faire un retour qui soit bienveillant, mais surtout qu'on se dise, voilà, on accueille un collaborateur qui revient d'une longue maladie. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses... Et ça la première semaine, mais on s'en prend plein la tête de partout. Après, il y a des personnes qui ne font pas exprès, qui font des gaffes. Il y a peut-être une éducation à faire en entreprise vis-à-vis des collègues qui sont atteints, pas forcément que de cancer, mais n'importe quelle maladie. Oui, tout à fait. Comment les aborder justement à leur retour, hein. C'est des choses à mettre en place. Et en même temps, on se dit que ce temps où on s'absente, où on est très fatigué, on se dit quand même les grosses fatigues, c'est le terreau de grande lucidité. C'est-à-dire que quand on prend du recul, on réfléchit à plein de choses et quand on revient, forcément, on n'est pas la même. Et voilà, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de reconversions qui s'opèrent. Il y a beaucoup de personnes qui veulent changer de poste, changer de métier. Voilà, tout ça nous met vraiment en réflexion très, très forte. Est-ce que vous auriez, chacune d'entre vous, un message peut-être à délivrer à des femmes qui aujourd'hui se voient diagnostiquer un cancer? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour peut-être les rassurer ou les encourager? Elisabeth, la première. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y avait, en tous les cas, il y a 17 ans, on n'en parlait pas tellement. Il y a ce qu'on appelle des soins de support. Vous avez dû en entendre parler. Le docteur Éric Seban a parlé tout à l'heure de l'Institut Raphaël, qui d'ailleurs offre des soins de support aux patients atteints de cancer, hein, très très variés. Ça va de la musicothérapie, la sophrologie, l'oncoesthétique, etc. Je fais cette petite parenthèse parce que ça existe, c'est peut-être pas assez connu. Et je pense qu'il faut en profiter. Je crois, parce que moi, je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'est pas grave, hein, ça m'a pas... ça n'existait pas. Mais je trouve que c'est super que ça existe. Et voilà, moi, ça serait... Et puis essayer, hein, c'est pas toujours facile, mais de vous faire aider d'une manière ou d'une autre. Et puis parler avec votre médecin, parler avec le chirurgien, parler avec l'oncologue... Ils sont là aussi pour écouter. Ce sont des êtres humains comme les autres. Moi, c'est ce Valérie, que j'allais votre message. Vraiment, bien s'entourer, avoir confiance en son médecin. Et pour moi, c'est très important. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes qui, aujourd'hui, se voient diagnostiquer un cancer? Comment les encourager? Parce que c'est un moment difficile, le diagnostic. Le diagnostic, c'est très dur. Après, franchement, le traitement, tout dépend de comment vous le vivez. Mais c'est que 4 mois de votre vie, on va dire.
Donc ça passe très vite en fait. Hein. Quand on le vit, on a l'impression que que la chimio, on a 6 séances, on trouve que c'est énorme, mais en fait, c'est que 4 mois, quoi. Donc il faut le faire bien. Il faut prendre tous les traitements. Moi, je l'ai vécu comme ça. Même quand on vous dit hormonothérapie, tous les traitements que votre médecin, moi, je les prends. Et je ne regarde pas les effets secondaires, je les prends. Et j'espère que tout se passe bien. Voilà. Louisa, je vais vous laisser le mot de la fin pour dire voilà, quel est à vous le message que vous aimeriez faire passer aux femmes. Alors, moi, je dirais une chose qui m'a semblé importante pour moi, c'est ne pas se laisser cueillir par la peur. Ça, parce que après, on est vraiment, on se met dans une mauvaise bulle et c'est très très mauvais. Ne pas avoir honte d'être malade. Si on a un cancer, c'est pas de notre faute. On n'a rien fait pour avoir un cancer. Donc déjà, se déculpabiliser de tout ça. Et puis ensuite, comme l'a dit Valérie, moi, ce qui me semble vraiment primordial, c'est la relation qu'on va nouer avec l'équipe médicale qui va nous prendre en charge. Parce que là, si on n'a pas confiance, il faut vraiment se laisser aller, il faut lâcher prise et se dire, ce sont eux les sachants, je fais exactement ce qu'ils me disent. Je ne cherche pas à aller sur des chemins de traverse. Aller sur Internet. Voilà, Internet à bannir et se dire, voilà, j'ai mes médecins, ils sont là pour moi, ce sont des gens merveilleux. Moi, j'ai une équipe merveilleuse et ce sont des gens que j'aime, mais vraiment, je les aime du plus profond de mon cœur, je les aime parce qu'ils m'ont aidée, ils m'ont soutenue. Et voilà, ça c'est important. Et garder toujours cette dynamique de l'espoir en se disant, chaque fois qu'on franchit une étape, eh bien, on est content de soi. Vraiment, on s'auto-félicite, quoi. On se dit, ouais, chouette, j'ai fait ça, super. Voilà, et ça c'est fait et on coche les cases et on avance. Faire, oui. Et on chemine bien mieux. Mais la confiance des médecins, c'est très important parce que on partage notre vie avec eux un bon moment et ils resteront dans notre cœur toute notre vie parce que ce qu'ils ont fait pour nous est très important. Mais nous, on a fait notre part. Eux ont fait la leur, mais nous, on a fait la nôtre. C'est-à-dire qu'on a été aussi de bons patients. C'est-à-dire qu'un bon médecin, c'est aussi avoir un bon patient parce qu'un patient qui fait ce qu'il veut, bah, c'est pas personnellement, moi, j'écoutais tout ce qu'on me disait. Donc, voilà, après, je me suis dit, on en sort et on n'en parle plus. Voilà. On va rester sur ces jolis mots de confiance. Confiance aux équipes médicales. Très bel hommage que vous avez rendu aux médecins et aux équipes, et en particulier aux équipes de l'Institut Hartmann.